Bonjour, monsieur étudiant et étudiante, je m'appelle Blaise Bandé. Je suis diplômé en droit public et spécialisé en relations internationales. Chers étudiants, j'ai un grand plaisir de cette vidéo afin de vous expliquer qu'est-ce que la dissertation juridique, quelles sont les étapes de la dissertation juridique. Et également dans cette vidéo, je vais également essayer de vous donner une correction d'un sujet de la dissertation juridique. Chers étudiants, avant de venir au niveau du travail proprement dit, j'aimerais également vous donner certaines directives qui vont vous permettre de bien maîtriser, de bien réussir pour la dissertation juridique. Chers étudiants, si une fois vous avez un sujet devant vous, la première des choses dont vous allez faire d'abord, c'est lire le sujet. Voilà, vous les étudiants, vous avez l'obligation de lire le sujet. Rappelez-vous que le droit, vraiment, la méthodologie de la dissertation est fondamentale en droit. Donc, les étudiants de droit, vraiment, qui ne maîtrisent pas la méthodologie de la dissertation juridique, dis-toi qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à toi. Donc, l'étudiant en droit a l'obligation de maîtriser qu'est-ce que la dissertation juridique. Chers étudiants, après avoir lu le sujet et donné, enlever tous les mots difficiles, faire relever un peu, voilà, donner tous les mots difficiles, voilà, parce que cette prérogative-là, cette démarche-là, ça vous permet de ne pas aller au sujet. Oui, voilà, il faut bien le sujet, parce que le sujet, au moins, si vous avez un sujet, vous avez 3 heures de temps, vous pouvez vraiment au moins 10 minutes de réflexion sur le sujet. Voilà. Une fois, vous automatiquement plonger sur le sujet. Non, il faut au moins lire le sujet 10 fois. Voilà, 10 minutes, réfléchir sur le sujet 10 minutes, ça va vous permettre de bien rédiger le sujet. Maintenant, après avoir donné ces conseils, je vais essayer de vous apporter qu'est-ce que la dissertation juridique. Mes chers étudiants, la dissertation juridique est une démonstration argumentée nécessaire, une véritable réflexion personnelle sur le sujet dans le but de défendre un point de vue. Elle n'a rien à voir avec une dissertation littéraire ou philosophique. La dissertation juridique comporte souvent une introduction, un développement, la conclusion étant une étape peu familière dans le cadre de ce sujet. Cela veut dire que si vous avez un sujet de dissertation, les parties fondamentales à ne pas rater, c'est l'introduction et le développement. La conclusion n'est pas impérative. Vous pouvez ne pas faire la conclusion une fois introduction. Maintenant, comme étant donné qu'on a dit qu'il y a le développement, il y a l'introduction, il y a le développement, la conclusion n'est pas impérative. Maintenant, l'introduction de la dissertation se comporte combien de parties? Voilà. Maintenant, le terme introduction vient du mot latin introducere, signifie conduire dedans. Dans l'introduction, c'est à conduire à l'intro du sujet. Elle est une partie intermédiaire entre le sujet et le développement. Voyez, qu'il appelle, il s'agit par une analyse des termes, de l'intitulé, de formuler au mieux la question posée et d'en délimiter le champ. Elle comporte 7 parties. Voilà, très bien, monsieur Dieu. Ce sujet, c'est l'introduction au niveau de la dissertation juridique, comporte 7 parties, voire 8 même également. Première partie, ça va se amener le sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'un sujet? Il s'agit de parties de général particulier. En d'autres termes, cette étape consiste à placer le sujet dans un contexte juridique, économique, social. Rappelez-vous, avant le sujet, au niveau de la méthode de la dissertation française, l'élève a le droit de faire une citation. Vous pouvez aller du contexte général. Et ici également, vous pouvez amener vos sujets en partant d'une législation. Voilà, un article, rappelez-vous que si vous amenez un sujet à travers un article, rappelez-vous que vous devrez vraiment impérativement maîtriser cela. Et si vous n'avez pas ça, chez l'étudiant, je vous conseille d'avoir l'étudier de manière générale, dans un contexte juridique, économique, social, voire même historique, etc. Maintenant, une fois que vous avez le sujet, vous allez poser le sujet. Cette tâche consiste à éclairer le contenu du sujet en général. Les sujets sont formulés de façon énigmatique. Poser le sujet, c'est formuler
le sujet de façon plus claire. Il est même conseillé de le reformuler. Définir les termes du sujet. Voilà, une fois que vous avez le sujet, vous pouvez définir les termes du sujet. Et aussi souvent les termes juridiques du sujet. Voilà, si vous avez le droit et la morale, les termes juridiques du sujet, c'est le droit et la morale. Oui, si on définit le sujet, vous allez définir les termes juridiques du sujet. Voilà, définition des termes du sujet. Les termes du sujet doivent être expliqués. Pourquoi tel terme a été employé, pas d'autres. À quel champ sémantique renvoie tel ou tel terme, etc. Tous les mots du sujet doivent être analysés jusqu'au article. Analyser l'emploi du singulier ou du pluriel, de l'article défini ou indéfini, etc. De l'analyse précise des termes du sujet, on peut alors déduire la problématique. Une fois que le sujet pose le sujet, définit les termes du sujet, vous avez ce qu'on appelle la délimitation. Mais je veux dire, la délimitation, elle est facultative. Cela veut dire que ce n'est pas tous les sujets qu'on délimite. Vous voyez, maintenant, c'est la raison pour laquelle j'ai mis la délimitation du sujet s'il y a lieu. Maintenant, l'introduction peut servir également à évoquer certaines questions marginales ou qui ne présentent pas d'intérêt pour l'étude qu'on voudrait faire. Il s'agit de situer progressivement la question de traiter dans l'ensemble de la matière en centrant jusqu'à la cerner avec précision la question soulevée. Toutefois, la délimitation ne doit être un prétexte pour écarter des éléments que l'on ne maîtrise pas, qui méritent d'être traités. Elle doit être nécessaire. Cela signifie que lorsque le sujet est assez clair et précis, l'opération de délimitation n'a aucune utilité. Voyez, une fois délimitation, vous avez les intérêts. Une fois la délimitation, il faut insister sur l'intérêt du sujet. Il s'agit de répondre à la question pourquoi dois-je parler de ce sujet? Si le sujet a été donné, c'est qu'il est important. Il faut donc rechercher pourquoi le sujet a été donné et le dire franchement. Ses intérêts, souvent liés à des développements d'actualité, peuvent être d'ordre pratique et également théorique. Voyez, c'est ces étudiants. Pour montrer le correcteur, là vous allez partir d'abord. Il faut montrer au correcteur qu'il y a deux intérêts. Rappelez-vous que au niveau d'un sujet de dissertation, il y a les intérêts théoriques et les intérêts pratiques. Maintenant, intérêts théoriques, ce sont les implications théoriques du sujet, les débats. Ce sont soulevés, ce sont les contrôles doctrinaux lorsque les principes juridiques traduisent une évolution particulière dans la législation des monstres associés. Cela veut dire que si on vous parle de l'intérêt théorique, c'est quand le sujet a une position doctrinale. Et quand le thème donné du sujet a donné des controverses à travers des auteurs. Par exemple, M. Kant a dit ça, Karl Marx a dit ça, parce qu'on a une opposition d'idées à travers son temps, on appelle l'intérêt théorique du sujet. Maintenant, après l'intérêt du sujet, nous avons les intérêts pratiques. Rappelez-vous que tout sujet a un intérêt pratique, mais tout sujet n'est pas un intérêt théorique. L'intérêt pratique se découvre la plupart du temps en cessant à imaginer des cas d'application concrète des règles juridiques en cause. On peut alors montrer que la question envisagée se pose fréquemment, que les solutions à dégager intéressent beaucoup de personnes en commande des conséquences économiques sociologiques. Important, faire apparaître quand c'est possible l'actualité des problèmes renforce considérablement le dynamisme de la dissertation, mais n'extrapolez pas, n'extrapolez pas surtout. Voyez, maintenant, une fois vous amenez le sujet, posez le sujet, délimitez s'il y a lieu, voyez, vous donnez les intérêts. Une fois les intérêts, maintenant il y a ce qu'on appelle la problématique chez l'étudiant. Et ça également, ça a posé un débat au sein des juristes. Certains disent que les intérêts viennent avant la problématique,
les autres disent que la problématique vient avant les intérêts. Mais ce qui est cohérent, que la problématique vient après les intérêts, parce que la problématique devrait être synchronisée avec le plan. Oui, mais rien ne change, c'est justement, comment dire, un débat juridique. Chers étudiants, après avoir donné les intérêts, il y a ce qu'on appelle la problématique. C'est la question centrale que soulève le sujet et qui va imprégner tout le développement qui suivra. Parfois, la question que vous devez traiter est directement posée dans le sujet. Il convient alors de répondre précisément à la question posée. Exemple, la jurisprudence constitue-t-elle une source de droit? Voilà un sujet en général. Ce genre de sujet invite l'étudiant à prendre personnellement position. D'autres fois, la question que vous devez exposer n'est pas claire. Exprimée dans le sujet, dans cette hypothèse, il ne vous appartient pas d'inventer n'importe quelle problématique. Si vous avez un sujet dont c'est une question, je dirais, il n'est pas conseillé de reformuler la problématique du sujet, il suffit justement de reprendre le sujet. Voilà. La problématique existe certainement et vous devez la retrouver à travers le sujet en général. Elle a été exposée en cours et elle figure dans le manuel. Éventuellement, si vous avez du mal à dégager la problématique, essayez de reformuler le sujet sous forme d'interrogatif en utilisant des formules variées. Quelle est l'influence de? À quoi sert? Comment fonctionne? Quelle est la portée? Voilà. Ça veut dire que si vous avez du mal à poser la problématique, on vous conseille d'utiliser ces questionnements pour bien poser votre problématique. Voyez, maintenant, après la problématique, il y a ce qu'on appelle la justification et annonce du plan. Voilà. Parce que ça également, c'est très important pour l'introduction. Voilà. En possession de votre problématique, qui prend le plus souvent la forme d'une question. La problématique n'est d'autre que la réponse en 2 points de cette question. Mais il ne s'agit pas seulement de dire quelle articulation a été choisie. Il faut justifier ce plan. On doit commencer par exprimer l'idée ou les idées essentielles animant le sujet. Puis, on annonce l'ordonnancement de la démonstration. Le plan adopté doit apparaître comme une conséquence logique, naturelle, des principes antérieurs dégagés. L'essentiel consiste donc à exprimer pourquoi la présentation retenue s'impose. L'annonce proprement dite se limite à la phrase dans laquelle vous ferez apparaître entre parenthèses grandeur et grandeur. Voilà. Concernant la non-justification du plan, dans cette partie-là, on vous conseille uniquement de donner les grandes parties, le grand 1 et le grand 2. Ouais. Maintenant, en première année, vous pouvez satisfaire des phrases assez simples comme dans un premier partie, puis dans un second partie, dans un second temps, puis dans un premier temps, puis dans un second temps. Dans une première partie, nous traiterons telle chose, puis dans telle autre partie, dans autre partie. Voyez, première partie, deuxième partie. Il faudra essayer de dépasser, mais ça, on a conçu uniquement les gens de la première partie en disant que dans une première partie, nous allons donner ça, dans une seconde partie, nous allons donner ça. Ça, ce sont les étudiants de la première année. Maintenant, quand même, vous devrez avoir la capacité intellectuelle, la capacité juridique de dépasser ces obstacles. Voyez. Maintenant, après avoir amené le sujet, posé le sujet, défini le thème du sujet, donner la délimitation qui a lieu, les intérêts, la problématique et la justification. Maintenant, nous allons venir au niveau du plan. Voilà, au niveau du plan. C'est-à-dire, nous allons venir au niveau du plan, ça va concerner également le développement. Au niveau du plan. Le plan, on peut avoir plusieurs sortes de plans. Voyez, il y a annonce du plan, deux parties. Plan bateau, plan chronologique, plan technique, plan d'idée. Voyez,
Maintenant, concernant le plan est commandé par le sujet, et plus précisément par l'idée directrice que vous avez dégagée. Il convient donc d'adopter un plan qui suive une ligne directrice claire que l'on s'attache à respecter, à démontrer concrètement. Le plan est la réponse à la problématique. Cela veut dire que la problématique et le plan doivent être cohérents. Vous ne pouvez pas donner une question, qu'est-ce que le droit? Et vous venez comment dirais-je, au niveau du plan, vous donnez, comment dirais-je, les caractères du droit. Je ne sais pas quoi là. Au moment où vous donnez le qu'est-ce qu'on, on attend au niveau du plan, vous donnez une définition. Ouais. Maintenant, le plan de la dissertation juridique est composé en deux parties. La première partie, A et B, la deuxième partie, A et B. Maintenant, une fois vous donnez la première partie, il faut vraiment faire une phrase qui va combiner A et B. Ouais. Maintenant, une fois vous posez une phrase combinée à B, vous allez mettre A. Maintenant, A là, vous allez développer A. Une fois vous terminez à développer A, vous allez faire une conclusion partielle. Ouais. C'est comme le passé va vraiment pour venir au niveau de B. Ouais. Maintenant, si vous venez également à B, vous allez développer B, vous allez parler de tout ce que vous avez besoin au niveau du B. Après, vous allez faire une conclusion partielle de A et B qui va. Maintenant, vous allez venir au niveau de grandeur. Ouais. Maintenant, si vous venez en grandeur également, vous allez faire une phrase qui va combiner A et B. Étant donné qu'on avait dit que le grandeur également, c'est A et B. Ouais. Vous allez mettre A. Une fois développé A, vous allez faire une conclusion partielle pour venir en B. Une fois vous venez en B, vous allez faire une conclusion partielle. Voyez. Aussi, on dit qu'il n'y a pas de conclusion. Voyez. Parce que la conclusion en droit, ce n'est pas recommandé. Si vous le faites, quand vous posez la conclusion, n'est pas recommandé. On ne vous sanctionne pas par rapport à ça, mais quand même, on vous conseille de s'arrêter au niveau de A et B, pas de conclusion. Voyez. Maintenant, chers étudiants, je vais essayer également, après avoir donné de différentes étapes de la dissertation juridique, ouais, et comment réussir au niveau du sujet, j'aimerais également vous donner une correction d'un sujet dans lequel vous allez bien comprendre. Après, une fois on vous a donné le cadre théorique, il est impératif également, ou bien il est très fondamental qu'on vous donne également le cadre pratique, c'est-à-dire vous expliquer maintenant les choses de manière pratique, vous allez voir exactement que vous avez respecté toutes les étapes de la dissertation juridique à travers ce sujet qui est soumis à notre étude. Maintenant, il y a un sujet que j'ai proposé pour vous bien comprendre, pour vous expliquer également toutes les propos dont j'ai avancé concernant les étapes de la dissertation juridique. Maintenant, il y a un sujet qui s'appelle le droit et la morale. Voilà, c'est un sujet très fondamental, un sujet vraiment bien. Voilà, parce que ce sujet-là, ces règles-là sont ces règles qui régissent la vie en société. Maintenant, il y a une dissertation de droit et morale. Amener le sujet. J'ai dit, la conduite humaine met en jeu des normes qui prescrivent et autorisent des actions. Ainsi, ces normes peuvent être coutumières, juridiques et même morales. C'est justement ces deux dernières catégories des règles dont il est question dans le sujet soumis à notre étude, à savoir le droit et la morale. Très bien. Voici donc j'ai amené le sujet. Après avoir le sujet, nous avons la définition des termes. La fois passée, je vous dis que quels sont les termes que nous allons définir? On définit les termes juridiques du sujet. Maintenant, dans le cadre de nos sujets, il y a les termes de droit et la morale. De ce fait, il faut entendre par droit l'ensemble des dispositions interprétatives qui, à un moment et dans un état déterminé, règlent le statut des personnes et des biens ainsi que les rapports que les personnes publiques et privées entretiennent. Autrement dit, il s'agit de l'ensemble des préceptes, règles ou lois qui gouvernent l'activité humaine dans la société et dont l'observation est sanctionnée au besoin par la conduite sociale ou la force publique. Autrement dit, on peut dire le droit est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Voyez, après la définition du droit, il y a ce qu'on appelle également la morale. La morale, quant à elle,
a trouvé son origine dans le mot latin moraliste, qui signifie relatif au mox, et, et une loi bien précise qui régit les sociétés modernes et qui en respecte parce qu'elle est imposée par la foi, la raison, la conscience, et tout simplement suivie par l'attitude ou par respect humain. Oui, ça c'est la définition. Après, on y appelle la délimitation. La fois passée, je vous dis que ce n'est pas tous les sujets qu'on délimite. La délimitation, elle est facultative. Mais là, dans ce sujet-là, nous allons délimiter le sujet-là. Réfléchir sur un tel sujet revient à faire une étude comparative de la morale et le droit. Cependant, force est de rappeler que nous écarterons toute autre règle de conduite sociale comme l'équité, la religion, qui sont toutes des règles, comme sont toutes des règles, mais n'entrent pas dans notre champ d'utilité. Voyez, malgré ces règles sont des règles qui régissent la vie en société, mais ils ne feront pas partie de notre sujet. Ouais, c'est pour ça que je délimiter ce sujet. Après la délimitation, nous avons ce qu'on appelle les intérêts. Dans le sujet, j'ai dégagé deux intérêts. L'étude du sujet, d'un tel sujet soulève deux intérêts, à la fois théorique et pratique. Voilà. Ici, j'ai montré le côté que dans le sujet, il y a deux intérêts théoriques et pratiques. L'intérêt théorique, la fois passée, j'ai dit que c'est quand il y a une opposition doctrinale. Et ici, nous verrons qu'il y a une opposition doctrinale entre Kant, Hobbes et Rousseau. L'intérêt théorique du sujet se justifie par le fait qu'un tel rapport a fait l'objet d'une controverse doctrinale entre les idéalistes Kant qui soutiennent que le droit et l'autoréalisation de l'existence morale. Cela veut dire que pour eux, la morale sert de fondement au droit. Et de l'autre côté, les réalistes Rousseau qui soutiennent que le droit et l'autoréalisation des pensées sauvages et la conduite des progrès moraux des hommes. Il y en a également que cet intérêt est régi par les textes, notamment les articles 42, 66, 93, 187 du Code des obligations civiles commerciales. Voilà, après l'intérêt théorique, il y a l'intérêt pratique. L'intérêt pratique, quant à lui, se justifie par le fait que le droit, comme la morale, sont toutes des règles de conduite sociale destinées à encadrer la vie en société. Et donc, les sanctions l'une sont externes et l'autre sont internes. Après avoir il y a également la problématique. Très bien. D'abord, ainsi, la problématique dégagée par le sujet est celle de savoir, celle de savoir comment concevoir le rapport entre le droit et la morale. Autrement dit, qu'est-ce qui fait l'intérêt de la distinction entre le droit et la morale? Celle-ci est-elle absolue ou relative? Voilà, ça ce sont les questions dont j'ai posé. On annonce les justifications du plan. Voilà. Maintenant, comme je vais annoncer justifier. La fois passée, j'ai dit qu'en première année, on permet des étudiants en premier temps, nous allons faire ça, et en second temps, nous allons faire ça. Et dans ce cas, j'ai appliqué cette méthode. J'ai dit pour mieux étudier ce sujet, pour mieux étudier notre sujet, nous verrons dans une première partie que le droit et la morale sont deux règles de conduite différentes. Et dans une seconde partie, nous aborderons le caractère relatif à la distinction. Voilà, ça, c'est la justification du plan au niveau de l'introduction. On montre uniquement les grandes parties. Je vous rappelle également, au niveau de l'introduction, au niveau de la justification du plan, on montre uniquement les grandes parties dont vous allez développer au niveau du plan. Voyez, maintenant, concernant le plan, j'ai mis d'abord le droit et la morale sont deux règles de conduite différentes. Étudier les sources formelles du droit, le texte de loi, nous permet de souligner d'emblée qu'il y a une nette distinction entre le droit et la morale. Et cette distinction se reste aussi bien à leur source qu'à leur finalité, mais également au niveau de leur sanction. Voyez, la distinction maintenant, le droit
morale, deux règles de conduite différentes quant aux ressources et quant aux sanctions. Les sources du droit et la morale ne conçuent pas, voilà, mieux encore, n'ont pas la même origine. En effet, nous pouvons apporter une distinction du point de vue des sources. La morale peut être d'origine divine, que peut provenir de la conscience et même de la science. La loi, quant à elle, est dictée par l'autorité institutionnelle. En outre, la finalité du droit et celle du moral sont également différentes. La morale s'occupe, par exemple, non seulement des devoirs de l'homme envers d'autrui, mais aussi de ses devoirs envers lui-même et envers Dieu. L'étude de la loi peut être plus large que celle du droit. A contrario, le droit est susceptible de choquer la morale. On peut par exemple être surpris d'apprendre qu'un voleur devienne propriétaire de la chose volée après l'écoulement d'une certaine délai fixé par la loi. La finalité fixée par la morale peut être plus exigeante. La morale cherche la perfection alors que le droit ne s'occupe que du maintien de la sécurité, de l'ordre et de la paix. Mais cette distinction liée aux sources et la finalité ne suffit pas, car à côté de celle, il existe une autre liée aux sanctions. Bien, droit et morale, deux règles de conduite différentes quant à leurs sanctions. Les sanctions du droit et celles du moral sont bel et bien distinctes. En effet, la violation ou la transgression de la morale se répercute sur la conscience humaine en faisant naître un sentiment de culpabilité. Il n'y en a pas de même de la violation du droit qui en appelle une réaction exogène, externe, une réaction étatique, celle de la personne publique. En outre, la règle du droit est donc imposée par la contrainte, par la cohabitation, qui sanctionne et indépendant du sujet lui-même, alors que la sanction des principes moraux est d'ordre personnel, psychologique. Quand disait que la législation, parce que morale, est dite intérieure, qu'elle nous est connue dans l'intérêt de la conscience. C'est pour cela que même une mauvaise intention sans qu'une action sensible est déjà moralement répréhensible. À l'évidence, il n'en est pas ainsi du point de vue du droit. Si le droit fait l'objet d'une légalisation externe, c'est parce qu'il concerne le rapport externe entre les deux individus considérés comme libres et déterminés. Si l'action de l'un s'accorde avec la liberté de l'autre, il ne s'agit pas alors de savoir si l'action est faite par devoir, mais seulement si elle est conforme au devoir à la loi. En somme, il convient de remarquer que si le droit se différencie à la loi dans plusieurs domaines, il est à remarquer également que cette distinction n'est pas absolue, car droit et morale ont des points communs. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, malgré la distinction entre le droit et la morale, mais quand même, ils sont toutes des règles de la vie en société. C'est raison pour laquelle je relativiser, j'ai dit que malgré la distinction que le droit et la morale, me rappeler que tous ces règles sont des règles qui régissent la vie en société. Ouais, c'est la raison pour laquelle, en Canada, j'ai relativisé la relativité de la distinction. Rappelons que le but visé par le droit n'est pas le même que celui de la morale. Le droit cesse la justice, l'ordre social, alors que la morale tend à la vertu, à la perfection de l'individu. La morale est en chacun d'entre nous, alors que le droit est la manifestation d'un pouvoir étatique. Cependant, il ne fait aucun doute que plusieurs règles de droit s'inspirent à la morale. Autrement dit, la morale influence le droit. Il faut noter
qu'il existe plusieurs interférences entre ces deux règles de conduite à influence de la morale sur le droit. La morale c'est une influence remarquable sur certaines règles juridiques. En effet, la plupart des règles de droit tendent à consacrer une règle morale. La morale érige le droit. Elle le nourrit. On peut même dire qu'il n'a pas de séparation radicale entre le droit et la morale. Par exemple, l'article 371 du Code civil prévoyant qu'un enfant doit humeur à respect à l'égard de ses parents. Qu'en cas de litige grave avec les enfants, les parents ont le droit de révoquer et d'annuler donations consacrées un droit moral. Il faut également faire référence à certains commandements décalogue qui prendront la forme des règles juridiques telles que l'interdiction de tuer d'autrui. Notons aussi que cette relativité apparaît surtout dans le droit des contrats, où la plupart des règles sont des règles morales. Exemple, la règle pacta sunt servanda, qui veut dire que les conventions doivent être respectées, et règle qui est devenue doit être respectée. Vous voyez, son article également 96 du Code de l'obligation commerciale, bien que le respect de la parole donnée, il y en a encore pour l'article 76 du Code de l'obligation commerciale, dit que le contrat est né pour cause immorale ou illicite lorsque le motif déterminant de la volonté des parties est contraire à l'ordre public ou même mox. Nous remarquons ici que cet article consacre une véritable règle morale en prenant en compte la notion de bonne mœurs. Au-delà de cette dite influence exercée par la morale sur le droit, il convient de préciser que certaines règles juridiques sont un traité de moralité. Les interférences entre le droit et la morale. Certaines règles juridiques ont une valeur morale dès lors qu'elles tendent directement ou indirectement à assurer le respect de la morale. C'est le cas notamment de certaines règles du code de la route imprégnées d'une valeur morale, puis qu'elles tendent à sauvegarder la vie humaine. Plus précisément, l'ordre et la paix sociale sont des valeurs que la morale ne peut également ignorer. Le respect de la règle juridique est également une obligation morale tant que le droit ne transgresse pas lui-même la morale. La violence du droit est donc immorale, sauf si la règle violée est même contraire à la morale. Cet aspect des rapports entre le droit et la morale pose le problème fondamental de la résistance à une loi injuste. C'est étudiant. Voici l'économie de mon travail. Et on dit que la conclusion n'est pas obligatoire. Et moi, j'arrive là. Et si également vous posez la conclusion, ça me gâte bien. Chers étudiants, j'espère que cette vidéo va vous permettre de bien comprendre la méthodologie de la dissertation juridique. Parce que depuis le début de mon travail, j'ai d'abord donné toutes les étapes de la dissertation juridique. Je vous ai également expliqué comment, avant de venir au niveau du sujet, quelles sont les démarches ou les étudiants devraient mener. Voyez, jusqu'à arriver au terme de mon travail. Chers étudiants, je vous conseille de s'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater à mes prochaines vidéos. Merci.